Bonjour à tous et bienvenue pour un épisode spécial de Warfront. Je suis accompagné de Greg Scarlatoiu, le président directeur général du Comité pour les droits de l'homme en Corée du Nord, le HRNK, qui est une ONG de premier plan documentant les atrocités nord-coréennes. Greg, merci d'être revenu. La première fois, nous avons eu des soucis de connexion, donc je suis ravi que tu sois là à nouveau. Oh, tout le plaisir est pour moi, Simon. Ravi de te revoir. Oui, donc pour commencer, peut-être pourrais-tu te présenter et me dire ce que fait HRNK dans le domaine des droits de l'homme en Corée du Nord, ce qui est peut-être un peu oxymorique. Nous avons été fondés en 2001, il y a un quart de siècle. À l'époque, il y avait eu des recherches mais sur la sécurité politique, les questions militaires et économiques, mais pas beaucoup sur les droits de l'homme. Rappelez-vous, les réfugiés nord-coréens commençaient tout juste à s'échapper pendant la Grande Famine, après la Grande Famine. Ainsi, un groupe bipartite de personnalités éminentes des droits de l'homme a décidé de créer cette organisation, chargée exclusivement de rechercher, d'enquêter et de rendre compte de la situation des droits de l'homme en Corée du Nord. Nous avons produit plus de 70 rapports, livres et monographies. Nous détenons le statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, depuis avril 2018. Nous sommes donc une ONG accréditée par l'ONU. Bien sûr, les publications et la recherche constituent une partie très importante de notre travail. Bien sûr, il y a aussi un élément de plaidoyer intégré dans ce que nous faisons. La recherche et les rapports ne valent que par leur diffusion. Nous informons donc les bureaux du Congrès à Washington, les membres du Parlement européen également, les membres de la Diète japonaise, les membres de l'Assemblée nationale sud-coréenne, ainsi que les agences de l'ONU. Avant que la Russie ne pulvérise le groupe d'experts des Nations Unies sur les sanctions contre la Corée du Nord, nous recevions chaque année des demandes pour soumettre un avis consultatif. Le secrétaire général de l'ONU a cité HRNK dans ses rapports. Le rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme en Corée du Nord nous a cité jusqu'à 32 fois dans un seul rapport. Donc nous le considérons comme une source fiable d'information et d'analyse, non seulement sur les droits de l'homme en Corée du Nord, mais aussi sur la dynamique du régime nord-coréen. Nous nous concentrons sur le système de détention, les camps de prisonniers politiques et d'autres types de centres de détention illégaux. Nous nous concentrons sur les groupes vulnérables, les femmes et les enfants, ainsi que sur les personnes en détention. En particulier, nous nous intéressons à l'environnement de l'information en Corée du Nord. Et de loin, ce que disent les évaluateurs, c'est que la plus grande force du HRNK réside dans nos recherches sur la dynamique du régime nord-coréen et la politique délibérée de déni des droits de l'homme, conformément aux décisions prises au plus haut niveau de l'État en Corée du Nord. Bien sûr, il y a d'autres sujets sur lesquels nous avons mené des recherches approfondies. Des travailleurs nord-coréens officiellement envoyés à l'étranger pour obtenir les devises fortes nécessaires au régime afin de satisfaire ses élites grâce à l'accès à ces devises. Et des produits de luxe importés en contrebande depuis l'extérieur malgré les sanctions applicables de l'ONU. Bien sûr, ces fonds sont également utilisés pour le programme nucléaire et le programme de missiles. Donc ce sont tous des domaines où nous avons non seulement exploré la situation actuelle, mais aussi mené des recherches approfondies et publié nos résultats. Et j'ai témoigné devant le Congrès américain, également devant l'ONU par exemple, devant l'Assemblée générale des Nations unies, cette année en mai, c'était la toute première fois. Première réunion plénière sur les droits de l'homme à l'Assemblée générale, concernant la Corée du Nord. J'ai eu le privilège et l'honneur de témoigner devant la séance plénière de l'Assemblée générale. Donc nous avons également témoigné devant le Parlement européen. Donc encore une fois, il s'agit de la recherche, mais aussi de la sensibilisation et de la fourniture de ces informations et analyses sur les questions pertinentes. C'est encore un groupe bipartite avec républicains et démocrates au Conseil. Peu importe, mon Dieu, je suis tellement béni. Nous nous disputons sur beaucoup de sujets à Washington, D.C. Au moins, nous sommes d'accord là-dessus. À ce titre, je suis chanceux. Notre politique, ce sont les droits de l'homme en Corée du Nord. Notre politique consiste à apporter les droits de l'homme, la liberté, la démocratie et la prospérité au peuple nord-coréen.
Je ne pense pas que vous trouverez quelqu'un, quel que soit son bord politique en Occident, qui dirait «Je sais, peut-être les droits de l'homme en Corée du Nord». Nous avons un désaccord à ce sujet, mais ce sera agréable de faire partie de quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Si ce jour arrive, nous saurons que l'Armageddon est sur nous. Oui, nous allons vous dire ce que vous avez mentionné. Il y a beaucoup de choses que vous avez faites, des rapports et des livres. Quel est le meilleur endroit pour notre public, s'ils veulent approfondir ce que vous faites? Où est-ce qu'il faut aller? Le meilleur endroit, c'est hrnk.org, donc hôtelroméonk.org. Tous nos rapports là, sont disponibles gratuitement, sans frais. Ce sont des PDF, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les imprimer. Et vous savez, si vous êtes chercheur, étudiant ou simplement intéressé par les droits de l'homme en Corée du Nord, c'est une ressource formidable. Veuillez permettre que cet exercice éhonté d'autopromotion ait lieu. Aussi, si je peux me permettre, nous sommes dans une situation vraiment critique. Et je vais le dire d'emblée, il s'agit d'un environnement international qui est honnêtement assez hostile aux groupes de défense des droits de l'homme. Aucun soutien de la part du gouvernement sud-coréen. C'est un gouvernement qui tient vraiment à apaiser le régime de Kim Jong-un, tout en supprimant pratiquement toutes ses initiatives visant à traiter la question des droits de l'homme en Corée du Nord. Aux États-Unis, la situation n'est guère meilleure. Il n'y a aucun soutien gouvernemental, donc tout doit venir du secteur privé, franchement. Notre soutien provient de donateurs individuels et de petites fondations privées. HRNcorg, /, faites un don s'il vous plaît, tout ce que vous pouvez. Je vais m'assurer que nous fassions aussi un don. En tant que chaîne, nous allons le faire et j'encourage évidemment tout le monde à en faire autant. Oui, c'est une question rapide. Avant qu'on commence, je veux parler de vos parcours, je veux tout aborder. Pourquoi le gouvernement sud-coréen refuse-t-il de soutenir cela? Cela semble pourtant l'intéresser. Actuellement, il y a un gouvernement progressiste de gauche en place, le gouvernement du président Lee Jae-myung. Toujours, chaque fois qu'il y avait un gouvernement progressiste en place, ils étaient assez réticents à soutenir les initiatives pour les droits de l'homme en Corée du Nord, bien sûr, sous le défunt président Kim Dae-jun, sous le défunt président Roh Moo-hyun. Bien que, sur le plan rhétorique, ils étaient tous favorables à l'engagement avec la Corée du Nord, ils ont continué à soutenir discrètement les groupes de défense des droits de l'homme nord-coréens. Ensuite, après les présidents progressistes suivants, Moon Jae-in et maintenant Lee Jae-myung, le soutien à ces organisations a été complètement coupé, et ce sont en particulier les organisations basées en Corée du Sud qui en souffrent. Beaucoup ont été littéralement anéantis. Elles étaient donc excessivement dépendantes du soutien des États-Unis, du Bureau pour la démocratie, les droits de l'homme et le travail, ainsi que du National Endowment for Democracy. Ce soutien s'est évaporé. Je veux dire, il y a encore, pour certains d'entre eux, quelques projets en cours, mais ceux-ci seront terminés et ils disparaîtront. Je dois dire que, malheureusement, bien que les conservateurs sud-coréens se déclarent en faveur des réfugiés nord-coréens, les 34 000 qui vivent en Corée du Sud et la cause des droits de l'homme en Corée du Nord, le soutien n'a pas été formidable, même sous les gouvernements conservateurs en Corée du Sud. C'est une question qui est très politisée et très clivante en Corée du Sud. Ça me surprend vraiment, vous voyez, vous ressentez que les deux pays, de chaque côté d'une guerre techniquement toujours en cours, chaque camp serait désireux de souligner les violations des droits de l'homme que l'autre camp commet. Mais j'imagine qu'en termes de ne pas contrarier les voisins, c'est peut-être aussi quelque chose d'important. Oui. Et encore une fois, si vous regardez des organisations très solides en Corée du Sud, financées et soutenues par le gouvernement, par exemple l'Institut coréen pour l'unification nationale. Ils produisent donc de bons livres blancs sur les droits de l'homme en Corée du Nord, quand les conservateurs sont au pouvoir, et ensuite ils ne le font pas sous les administrations à tendance progressiste, donc c'est vraiment regrettable. C'est la nature de la politique sud-coréenne assez clivante, compréhensible d'un certain point de vue. Mais comme vous l'avez dit, il est incompréhensible que la question des droits de l'homme en Corée du Nord ait été politisée. Tout comme, je ne sais pas, un exemple trivial comme les services publics ou le soutien à l'armée. Cela ne devrait pas changer.
Non, cela semble assez banal, mais humain. Ce sont des choses standards, oui. Comment es-tu arrivé là-dedans? Parle-moi un peu de ton parcours. Tu fais ça, tu as dit, depuis 2001. Non, je suis arrivé ici en 2011, en juillet 2011, en tant que directeur exécutif, en gros pour diriger l'organisation il y a quelques années. C'est bien aux États-Unis, non? Harenke, Harenke. J'ai donc pris la direction de HRNK en 2011 d'abord en tant que directeur exécutif, maintenant en tant que président-directeur général. Les responsabilités sont les mêmes. Franchement, je suis le premier président-directeur général de l'organisation. Eh bien, je suis un Américain naturalisé. Je suis né et j'ai grandi en Roumanie communiste. En décembre 1989, j'étais étudiant en première année à l'université de Bucarest, où j'étudiais la langue et la littérature anglaise. Donc, comme tous les autres jeunes, j'étais dans la rue. Cela ne me rend pas spécial. Ceux qui sont vraiment spéciaux, ce sont ceux qui ont donné leur vie pour faire tomber le régime de Nicolae Ceausescu. Comme tu t'en souviens, Simon, la Roumanie était le pays d'Europe de l'Est le plus similaire à la Corée du Nord de Kim Il-sung. Pourquoi ? Parce qu'en 1971, Ceausescu, le dictateur de la Roumanie, a visité la Corée du Nord pour la première fois. Il est tombé amoureux du style de culte de la personnalité de Kim Il-sung. Avec les 10 principes de l'idéologie monolithique, le TPMI, les principes fondamentaux, les 10 commandements du régime nord-coréen, l'idéologie juge de l'autosuffisance, le style nord-coréen d'industrialisation forcée, d'emprunter d'énormes sommes d'argent à l'étranger afin de construire cette industrie inefficace. Il a fait la même chose en Roumanie, il a essayé de rembourser la dette extérieure, il l'a fait. Ceux qui ont dû se sacrifier, c'étaient les Roumains. Les années 1980 étaient très sombres. Des coupures de courant, l'eau ne coulait pas la plupart du temps, nous devions faire la queue pour la nourriture. Rappelez-vous, ce pays était autrefois le grenier à blé de l'Europe et le redevient aujourd'hui. Pour faire court, après la chute du régime, le pays s'est ouvert. Je peux, dans une certaine mesure. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt sur le développement international. Je suis tombé sur l'histoire du Hangang Kijun, le miracle sur le fleuve Han. Ces décennies de développement économique miraculeux, lorsque la Corée du Sud est passée de la misère à la richesse, d'un des pays les plus pauvres du monde à une puissance économique et culturelle mondiale, c'est ce qu'est la Corée du Sud aujourd'hui. Bref, un jour, je vois cette annonce sur le panneau d'affichage « Examen pour des bourses à l'étranger ». Je me dis, bon, peut-être, la Grande-Bretagne. Les États-Unis, c'est difficile, comme la Grande-Bretagne, mais je pense avoir une chance. J'ai passé cet examen et rédigé une dissertation en histoire mondiale, économie, tout ce que je savais alors. Je me débrouillais bien en anglais et en français. Le français était en fait ma première langue étrangère, donc bref, j'ai passé cet examen. Les Roumains n'avaient des relations qu'avec la Corée du Nord depuis 1949. En mars 1990, la Roumanie et la Corée du Sud ont établi des relations diplomatiques. Donc le ministre roumain de l'Éducation a envoyé ma copie d'examen à la toute nouvelle ambassade de Corée du Sud et ils ont dit « Oh, nous voulons que ce jeune homme soit le premier Roumain à étudier en Corée du Sud. Vous savez, il a écrit sur le miracle du fleuve Han. Il y a, vous savez, beaucoup d'espoir là-bas. Donc vous savez, je reçois un appel téléphonique et on me demande si je voudrais étudier en Corée du Sud avec une bourse du gouvernement sud-coréen. Tout est payé. Je n'étais jamais sorti du pays. Rappelez-vous, c'est la Corée du Nord de l'Europe de l'Est. Alors quand est-ce que je pars? J'ai déjà fait mes valises. Quel âge avais-tu? Quand c'est arrivé, j'avais 19 ans. Quand je suis allé en Corée, j'avais 20 ans. Donc je suis parti fin août 1990. Avant, j'ai rencontré l'ambassadeur sud-coréen. Il n'avait pas de bâtiment et est logé à l'hôtel Intercontinental. J'ai eu une bonne conversation avec un Roumain qui parlait coréen car il avait étudié en Corée du Nord, au service des affaires étrangères. Je me suis dit « Oh mince, je dois faire ça, je ne comprends pas un mot de tout ça, mais bon, je me suis inscrit, alors allons-y. » J'ai terminé la réunion. Et en sortant, l'ambassadeur dit « Hé, jeune homme, attendez, encore une chose, retournez-vous. »« Oui, monsieur l'ambassadeur, dit-il. Les femmes coréennes vont adorer. »« Oh, j'y vais, oui. Eh bien, ma femme est coréenne, en fait, et mes 2 filles aussi. » Je leur dis, vous savez, je ne fais pas dans les pourcentages. Je leur dis, mais écoutez les enfants, vous êtes 100% américaine, 100%, roumaine, 100%, coréenne. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Corée. J'ai fait une année de formation linguistique.
Je ne parlais pas coréen en arrivant là-bas. Et j'ai fait ma licence et mon master en relations internationales à l'Université nationale de Séoul, qui est la meilleure université de Corée. C'était dur, très dur. Depuis 3 ans maintenant, ils ont des programmes pour les étudiants internationaux enseignés en anglais. Ils apprennent le coréen comme langue seconde. Nous, on a eu la version difficile. Ça a vraiment été difficile pendant 2-3 ans, mais être complètement immergé dans l'environnement universitaire sud-coréen a vraiment aidé mon coréen. Donc tu étais là-bas, c'était un cursus complet. Pour une raison quelconque, j'avais en tête, parce que je pense que beaucoup de gens le font. Tu sais, d'après mon expérience, ils partent 1 an ou 6 mois pour aller étudier à l'étranger. Mais toi, tu es resté là-bas pendant 4 ou 5 ans. Puis je suis resté là-bas pendant 10 ans, donc école de langue, licence, master. J'ai aussi travaillé là-bas dans les médias et la diffusion pendant quelques années. Oui, j'étais animateur en langue coréenne, j'étais en fait chroniqueur en langue coréenne pour Radio Free Asia. De septembre 2003 jusqu'en mars 2025, lorsque Radio Free Asia a été fermée, je n'ai jamais manqué une seule chronique. J'ai travaillé dans le développement international en Zambie, Tanzanie, Afrique du Sud, Zimbabwe, Argentine, Paraguay et Brésil, sans jamais manquer une semaine. Et puis un jour, j'ai simplement reçu l'email et oui, j'ai arrêté, c'était fini. Bref, voici la question. Pourquoi ? Comment en suis-je arrivé là ? Je suis né et j'ai grandi dans le pays d'Europe de l'Est qui ressemblait le plus à celui de Kim Il-sung. La Corée du Nord et moi avons vécu pendant une décennie, pendant 10 ans sur une péninsule coréenne divisée, à étudier, travailler et vivre en Corée du Sud. Donc c'est vraiment une question personnelle. Depuis combien de temps cela m'intéresse-t-il ? Depuis combien de temps ai-je cet intérêt pour les droits de l'homme en Corée du Nord ? Donc les questions coréennes, vous savez, depuis que je suis parti en 1990, cela fait presque 36 ans, les questions nord-coréennes. Depuis environ 30 ans, à mon arrivée en Corée du Sud, je n'avais aucun intérêt pour la Corée du Nord. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà vécu dans un pays communiste. Pouvez-vous imaginer ces gars-là, les Sud-Coréens, surveillaient de très près les Européens de l'Est des États-Unis ? Mon ami hongrois, marié à une Coréenne et aussi américain, a été le premier à arriver. Il vit dans le nord de l'État de New York comme ingénieur et a travaillé pour TÜV Rheinland. Je suppose qu'il y avait une fille de Pologne, donc bien sûr il nous surveillait. Vous savez, est-ce que ces gars-là sont de vrais communistes ? Absolument pas, tu peux imaginer. Alors peux-tu imaginer arriver là-bas à 20 ans et dire « Oh, j'aimerais étudier la Corée du Nord ». Je veux dire, ils m'auraient donc dit non. Note, eux étaient présidents. Eh bien, jeune homme, si tu t'intéresses autant à la Corée du Nord, pourquoi ne vas-tu pas simplement là-haut ? Oui, bien sûr. Oui, je pensais qu'ils allaient s'effondrer, mais ce n'est pas arrivé. Donc, pendant les jours de la grande famine, le Konana Angun, j'ai compris que c'était une toute autre affaire. Et donc, il y a environ 30 ans, peut-être un peu plus de 30 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux droits de l'homme et à l'histoire humanitaire de la Corée du Nord. Je suis arrivé aux États-Unis en 2000 et suis allé à la Fletcher School of Law and Diplomacy à Tufts. Et je suis à Washington, D.C. depuis 2002, donc depuis environ 24 ans, travaillant d'abord dans le développement international, puis à l'Institut économique coréen KEI, et ensuite depuis 2011 à HRNK, le Comité pour les droits de l'homme en Corée du Nord. Voilà mon histoire. Donc quand vous étiez en Corée du Sud, vous étiez... Le régime Areiner venait juste de tomber, le communisme s'effondrait en Europe de l'Est, et le communisme était toujours là-haut en Corée du Nord. Tout le monde pensait que ce n'était qu'une question de temps, c'est sûr, Et quand cela a-t-il changé ? Cela fait des décennies et ça n'a pas changé. Oui, je dirais que cela a changé lorsque le régime de Kim Jong-il a survécu à la grande famine des années 1990. Tu te souviens ? Jusqu'à 3 millions de personnes sont mortes, selon Yoon Jong-yo, le plus haut gradé à avoir fait défection et arrivé en Corée du Sud. Cet homme, ce monsieur, était le véritable créateur de la doctrine d'autosuffisance juche, donc l'un des principaux idéologues chartreux de la Corée du Nord, qui a fait défection pour révéler au monde ce qui se passait réellement en Corée du Nord. Eh bien, les Nord-Coréens ont réussi à survivre. Ils ont reçu de l'aide du monde extérieur, ont même reçu environ 1,2 milliard de dollars des États-Unis en aide alimentaire et énergétique, ainsi que beaucoup d'aides de la Corée du Sud. Pendant le gouvernement progressiste de Kim Dae-jung, ils ont pratiquement accordé une aide inconditionnelle. Ils ont offert cela aux Nord-Coréens.
Oh, et oui, si vous vous souvenez du premier sommet entre le président Kim Dae-jun, que Dieu bénisse son âme, et Kim Jong-il. Il y a un journaliste célèbre, Don Kirk, qui a écrit un livre avec un monsieur dont le nom est Kim Ki-sum. Il a travaillé pour le service national de renseignement sud-coréen. Il avait pour mission de participer à une opération visant essentiellement à obtenir le prix Nobel de la paix pour Kim Dae-jung, qu'il a reçu pour ce sommet, dont le coût s'est élevé à 3 milliards de dollars, versés discrètement au régime nord-coréen. Je ne plaisante pas, je peux vous conseiller le livre. Comment s'appelle le livre ? 3 milliards avec un M. Au départ, le chiffre officiel était d'un demi-milliard, 500 millions. Désolé. Quel était le nom du livre? Je veux l'obtenir, d'accord? Donc, les auteurs sont Donald Kirk K-I-R-K et Kim K-A-M-K-Sun K-I-S-M. La quête du Nobel. Je crois, waouh. C'est fou, 3 milliards. Et sais-tu pourquoi c'était 3 milliards ? Parce que les Nord-Coréens, pour le dire franchement, vous avez donné 3 milliards aux Russes pour établir des relations diplomatiques, des relations. C'est ce que nous voulons aussi. Et c'était l'accord. Où est allé cet argent ? Eh bien, il est allé aux élites. Il a servi aux achats de homards, de vin français et de cognac par Kim Jong-il. D'accord, combien de cognac peut-on acheter ? Je veux dire, bien sûr, le programme de missiles, le programme nucléaire, c'est ainsi que le régime a survécu. Vous savez, d'une certaine manière, cela était inattendu. Et du point de vue de Kim Jong-il, l'étape suivante aurait été d'atteindre un certain niveau de normalisation avec le Japon et de recevoir des investissements directs étrangers japonais. Je connais des hauts responsables nord-coréens qui travaillaient chamment dans le commerce et qui ont fait défection plus tard et qui avaient pour mission d'aller au Japon pour explorer cette coopération. Cependant, il y a un grand obstacle qui subsiste, les ressortissants japonais enlevés par des agents nord-coréens. Ils ont enlevé, selon le gouvernement japonais, un total de 17 ressortissants. Et en gros, c'était un grand obstacle. En 2002, le premier ministre japonais, Junichiro Koizumi, se rend en Corée du Nord et tient un sommet avec Kim Jong-il. Et surprise, surprise, Kim Jong-il admet que des agents voyous avaient enlevé certains ressortissants japonais. Certains d'entre eux ont finalement été autorisés à rentrer. Pour quelle raison? Raison numéro 1. Former leurs agents de renseignement, les agents de renseignement à l'étranger, aux langues et aux cultures étrangères. Raison numéro 2. Fabriquer des identités pour les agents de renseignement à l'étranger. Ce n'est pas facile de fabriquer une identité, car vous avez affaire à des professionnels formés. Si vous êtes interrogé, vous devez connaître les noms des rues, le nom du commerçant, les noms de vos camarades de classe, vous devez connaître les détails. Donc vous ne pouvez faire cela que si vous avez une personne étrangère dont vous pouvez voler l'identité. En 1987, juste avant les Jeux Olympiques de Séoul, Kim Il-sung voulait organiser une compétition olympique en Corée du Nord. Il a dit « Puisque je ne l'ai pas obtenu, je vais faire pleuvoir sur la Corée du Sud pendant le défilé ». Alors, 2 agents nord-coréens ont posé une bombe à bord du vol 858 de Korean Air qui a explosé au-dessus de la mer d'Andaman. L'un des agents, un homme plus âgé, a mordu sa capsule de cyanure et s'est suicidé. La femme plus jeune était interrogée et pendant qu'elle était interrogée par les services de renseignement sud-coréens, elle a demandé si elle pouvait fumer. Elle a sorti une cigarette de son paquet et a mordu le filtre. Elle avait une capsule de cyanure cachée à l'intérieur du filtre. Heureusement pour elle, elle n'est pas morte. Ils l'ont emmenée en Corée du Sud. Elle a été condamnée à mort, mais sa peine a été commuée. Elle a épousé un garde du corps sud-coréen, a écrit un livre et est devenue célèbre. Elle avait été formée par des personnes enlevées, des gens qui avaient été pris au Japon. Des personnes originaires de 14 pays au total ont été enlevées, y compris une Roumaine, Doana Bumbe, qui a été enlevée à Rome, en Italie, en 1978, fascinant. Ils enlèvent des personnes à l'étranger, les ramènent et ne les laissent pas repartir. Oh non, ils les enlèvent bien à l'étranger. Et des milliers de Sud-Coréens enlevés sur des navires, beaucoup de pêcheurs, aussi des étudiants enlevés en Corée du Sud et même dans des pays européens pendant la guerre froide.
Mon Dieu, il y a tellement de choses à dire, je m'égare. Par exemple, Zagreb, en Croatie, dans l'ex-Yougoslavie, était un grand centre de renseignement pour les Nord-Coréens, coordonnant beaucoup de ces opérations. Pourquoi Zagreb ? Parce que les Serbes, bien sûr, étaient principalement aux commandes de la Yougoslavie à l'époque, et ils se souciaient en temps beaucoup de Belgrade, mais pas autant de Zagreb, donc ils avaient un peu plus de liberté de mouvement. Vous savez, Kim Jong-il adorait les films. Il a kidnappé, il avait ceci. Le réalisateur sud-coréen, Le réalisateur et sa femme, oui. Marilyn Monroe de la Corée du Sud. À l'époque où il les a fait enlever à Hong Kong, ils étaient en fait déjà divorcés. Alors il a attendu quelques années, puis il a organisé ses retrouvailles lors d'une fête, il les a fait se rencontrer et se remettre ensemble. C'est absolument fou quand on y pense, mais vous savez, c'était une pratique qui a vraiment brisé des vies. Et vous connaissez probablement l'affaire de Yokota Megumi, une jeune fille japonaise de 13 ans qui rentrait de son entraînement de badminton. Elle a été enlevée par des agents nord-coréens. Vous savez, ils affirment qu'elle est assez morte là-bas. Ils ont renvoyé les restes. Il s'avère, d'après leurs tests ADN, que les restes ne sont pas les siens, les restes incinérés. Et vous savez, l'histoire continue encore et encore. que veulent-ils avec une fille de 13 ans? Je veux dire, je comprends, enfin je ne comprends pas, mais l'idée de capturer un adulte, d'accord, on va tout apprendre sur vous pour pouvoir prétendre être vous. Mais une fille de 13 ans, pourquoi? Oui, donc les agents qui mènent ces opérations sont des agents du Bureau général de reconnaissance, qui était le bras armé de l'armée nord-coréenne. Bien sûr, il s'agit d'agences prédécesseurs, prédécesseurs, mais elles remplissent essentiellement les mêmes fonctions. L'exécution n'est pas un problème. Habituellement, pour tout type d'opération cinétique impliquant une agence de renseignement, il y a un taux d'échec de 30% dans ce cas. Très probablement, l'échec n'était pas lié à l'aspect opérationnel des choses, mais plutôt à l'aspect du renseignement. Ils ont probablement reçu de mauvaises informations. Ils avaient une cible, ils ont manqué cette cible, ils devaient quand même ramener quelqu'un, alors ils ont pris le garçon de 13 ans. C'est l'explication la plus logique d'après les entretiens que j'ai menés avec des personnes qui étaient au sein du RGB ou qui avaient une connaissance approfondie de ce type d'opération. Qu'est-il arrivé à elle? Elle est morte en Corée du Nord, selon les Nord-Coréens. Elle s'est mariée? Mais ses cendres n'étaient pas à lui. Non, elles n'étaient pas à elle. C'est arrivé quelque temps plus tard. Non, c'était plus tard. Après la rencontre de Koizumi et Kim Jong-il, ils ont dit qu'elle faisait partie des mortes. Beaucoup d'entre eux sont morts dans des accidents de voiture. Imaginez la circulation en Corée du Nord dans les années 1980 tellement dense. Et les certificats de décès ont été délivrés sur une période d'1 an par le même hôpital. Donc, vous savez, les Japonais demandent toujours des éclaircissements concernant ceux qui sont portés disparus. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Hitomi Soga est l'une de celles qui ont été autorisées à rentrer. Elle a été mariée ou forcée d'épouser Charles Jenkins, l'un des déserteurs de l'armée américaine en Corée du Nord. Certains de ces gars-là, vous savez, essayaient d'échapper au Vietnam. Ils avaient, vous savez, commis quelques infractions. Ils sont contrariés, alors ces gars se saoulent et traversent la DMZ en espérant qu'ils seraient échangés contre des agents russes. Vous savez, ils finissent là-bas, un jour ils vont à l'ambassade soviétique, les soviétiques les renvoient en Corée du Nord. C'est un vrai foutoir, non? Mais bref, elle a été mariée à Charles Jenkins, Hitomi Soga. Elle, vous savez, a été autorisée à se rendre au Japon, comme les autres ont été autorisés à se rendre au Japon. À une condition, retourner en Corée du Nord. Vous devinez? Ils ne l'ont pas fait et Charles Jenkins, son mari, a finalement réussi à partir. Maintenant, Soga Hitomi a disparu avec sa mère, qui fait partie des 17 personnes dont le sort reste à élucider. Les Nord-Coréens affirment qu'ils n'ont aucune idée de ce qui est arrivé à la mère. Elle n'est jamais arrivée en Corée du Nord. Donc d'accord, la mère et la fille ont disparu ensemble. Vous reconnaissez que la fille a été enlevée et qu'elle était en Corée du Nord. Elle est retournée au Japon. Par ailleurs, vous dites ignorer ce qui est arrivé à la mère. Les choses ne concordent pas en Corée du Nord? Non, non, pas de surprise, n'est-ce pas? Les choses ne concordent pas en Corée du Nord. Non, non. Quel a été selon vous le plus grand changement que vous avez constaté au cours de la dernière décennie, disons, et peut-être même sur une période plus longue?
Oui, ce changement remonte à l'époque de la Grande Famine. Les gens se sont rendus compte qu'avant cela, tout le monde dépendait du système de distribution publique, du SDP. Nous vous fournirons la quantité et la qualité nécessaires. Mais comment connaissons-nous vos besoins? Eh bien, fondamentalement, en fonction de votre classification sociale Songbun. Qu'est-ce que le Songbun? Les gens sont classés en 3 catégories. Le noyau, les plus loyaux, les personnes hésitantes, qui sont plus ou moins. Je veux dire, pas jusqu'à finir en camp de prisonniers, mais on ne peut pas leur faire confiance non plus. Et il y a aussi la classe hostile, les Chokpitin. Désormais, tout accès à une opportunité dépend de votre Songbun. Les emplois dépendent de votre Songbun. J'ai parlé avec des témoins. Je me souviens de cette fille qui était très brillante. Elle voulait aller à l'école de médecine. Elle n'a pas pu. Elle a dû travailler dans une mine de charbon à cause de son mauvais Songbun, qui pénalise sur 3 générations en cas de problème ou de chrétiens dans la famille. Si vous avez des personnes qui ont fait défection vers la Corée du Sud, donc au final, vous savez, en Corée du Nord, tout dépendait du Songbun. Et puis, bien sûr, il y a la Russie. La Corée du Nord a gagné jusqu'à 30 milliards de dollars en exportant l'instabilité et la violence vers le front ukrainien. La Corée du Nord exporte des millions d'obus d'artillerie vers la Russie. D'où les obtiennent-ils? Bien sûr, ils ont augmenté la production. Ils disposaient également de vastes réserves. Ils stockent des munitions dans des grottes et toutes sortes d'endroits depuis des décennies. D'accord, ces obus d'artillerie fonctionnent, mais sont-ils bons? Pas vraiment. Certains explosant dans le canon, d'autres non. Les Russes mènent leur guerre par la quantité. Donc, ces exportations de munitions nord-coréennes compensent le déficit, tandis que le complexe militaro-industriel russe se prépare à répondre à la demande sur le front ukrainien. Bien sûr, pourquoi font-ils cela? Ils le font pour l'argent. L'argent est la réponse. Voilà. As-tu obtenu autre chose dans le processus? Oui, tu as l'occasion de tester ton matériel contre l'Ukraine, un pays envahi par la Russie et soutenu par l'OTAN, donc tu peux tester ton matériel contre l'équipement de l'OTAN. Ils envoient aussi leurs troupes du 11e corps armé. Ce sont des forces spéciales déployées sur le front ukrainien. Tu sais, au début j'en parlais et les gens disaient « Comment tu sais ça? Est-ce qu'il y a des preuves ?» Eh bien non, je ne le sais pas. J'ai des sources dans la communauté SKP, même en Chine, en Corée du Nord, peu importe. Maintenant, nous savons. Parce que Kim Jong-un a rendu hommage aux soldats tombés, ceux qui sont morts sur les fronts ukrainiens, même lorsqu'il était avec sa fille dans Kim-joué. Est-ce que ce sont de bonnes troupes? Oui, vous savez, beaucoup d'analystes disent qu'ils ne sont pas de la chair à canon. Ce sont de très bonnes troupes. Ce sont des forces spéciales, ils sont entraînés aux armes légères, toutes compatibles avec les armes légères russes. Ils sont entraînés au saut, bien nourris, bien endoctrinés, bien entraînés. Ils sont formés aux opérations des forces spéciales. En gros, ils s'infiltrent derrière les lignes ennemies, détruisent les infrastructures, couvrent la retraite des troupes principales. Ils ont appris 2 ou 3 choses, ils ont acquis de l'expérience. Et bien sûr, est-ce que cela s'applique à l'entraînement? Oui, dans la mesure où vous pouvez reproduire cet entraînement plus tard. Un exemple, ce sont les opérations combinées. Ils ne savaient pas comment combiner les drones, l'artillerie et l'infanterie. Ce n'est pas forcément ce que font les forces spéciales. Ils ont tiré cette leçon. Bien sûr, ils ont subi des pertes. C'est la guerre. Évidemment, ils auront des pertes, ils auront des tués au combat, ils auront des blessés. C'est la nature de la guerre. Mais encore une fois, au final, c'est une question d'argent, et ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à l'Iran, et surtout à la Russie. Ces exportations vers la Russie sont les plus importantes exportations d'armes et de munitions de l'histoire de la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que pendant la guerre froide, les Soviétiques ont construit des usines de munitions et d'armes en Corée du Nord. Ce sont des usines soviétiques construites dans les années 50 et 60. Les Soviétiques payaient les coûts d'exploitation. Ils payaient les ouvriers. En échange, les Nord-Coréens devaient exporter des armes et des munitions vers des alliés du tiers-monde. Il y avait un peu d'argent qui circulait, mais pas beaucoup. Puis après la fin de la guerre froide, bien sûr, ils étaient sous sanctions. Oui, ils ont exporté vers l'Iran, ils ont exporté vers d'autres endroits, et pourtant ils étaient, d'une certaine manière, limités. Maintenant, malgré les sanctions de l'ONU,
Nous avons un membre du P5, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un pays qui importe des dizaines de milliards de dollars d'armes, de munitions et de combattants malgré les sanctions de l'ONU en vigueur. Nous avons actuellement un gros problème avec le régime de sanctions, tout cela profitant au régime de Kim. Oh, et cet argent ne sert pas à acheter des sucettes pour les enfants nord-coréens, il sert au programme de missiles, au programme nucléaire, et encore une fois à satisfaire les élites du pays. La Corée du Nord n'arrive pas à nourrir sa population. D'où tire-t-elle les ressources pour cela? Juste des tonnes de matériel restant dans des grottes. Sûrement qu'à un moment donné, cela va s'épuiser et ils devront en fabriquer davantage. Comment font-ils cela sans ressources? Non, ils ont aussi augmenté la production. Donc, lors de son récent discours, ce que Kim Jong-un a dit, c'est qu'en gros, la façon dont il l'a formulé, c'était que il y a une production nationale gérée par le complexe militaro-industriel et il y a une production destinée à l'exportation. Et ils augmentent les deux, donc ils augmentent la capacité de production. C'est évidemment la partie la plus lucrative de l'économie nord-coréenne. Il y a en réalité 3 économies nord-coréennes. Il y a l'économie populaire, ces marchés que j'ai mentionnés, les marchés ouverts Cheongmadang, les marchés agricoles Longming-Xijang, les marchés noirs Am-Xijang, puis il y a l'économie officielle de l'État qui est en ruine. On parle de kilomètres et de kilomètres d'usines chimiques étalemandes et roumaines en train de rouiller. Et puis il y a l'économie du palais royal qui procure la devise forte nécessaire pour maintenir le régime en place. Et au fil des années, ça a été beaucoup de choses. La traite des êtres humains, l'envoi de travailleurs à l'étranger, les drogues illicites, les produits contrefaits, les médicaments contrefaits. Mais rien n'égale ce qu'ils font maintenant, exporter vers la Russie pour un déploiement sur le front ukrainien. Ce n'était pas du tout prévu dans mon plan d'entretien aujourd'hui, mais je viens de me rappeler quelque chose que j'ai lu il y a des années à ce sujet. Quand vous avez mentionné les drogues qu'ils en fabriquaient puis les expédiaient vers, c'était les ambassades de Pyongyang, et ensuite ils les vendaient pour obtenir des devises. Est-ce vrai ou simplement quelque chose que j'ai entendu ou mal compris? Oui, le problème avec les ambassades, c'est qu'elles ne reçoivent pas beaucoup d'argent. Ils doivent financer une partie de leur fonctionnement et ils doivent collecter des fonds localement. Et c'est pour ça qu'ils ont été poussés à des activités illicites. Eh bien, j'ai interviewé, enfin, d'accord. J'écrivais un rapport sur les travailleurs à l'étranger et je parlais à un diplomate nord-coréen, un ancien diplomate ayant des connaissances sur le sujet. Je lui ai posé des questions sur le trafic de drogue. Je ne disais pas qu'il y participait, mais il a perdu son sang-froid et s'est mis à crier « Qui vous a dit ça ?» Je n'ai jamais été impliqué dans ce genre de choses, ça n'est jamais arrivé. Oui, les ambassades étaient impliquées, elles sont impliquées dans beaucoup d'autres choses, donc elles se sont fait prendre en Roumanie dans les années 1990 en train de faire de la contrebande de DVD. J'ai une super histoire du Brésil, j'y étais, j'ai appris ça, j'étais en tournée de conférences. Donc, les diplomates nord-coréens font passer en contrebande des cigares cubains dans les valises diplomatiques. Et ces gars-là reviennent au Brésil et ils ont tellement l'habitude de faire ça qu'au lieu d'aller dans la file verte, rien à déclarer, ils sont allés par erreur dans la file rouge. Alors ils ouvrent leurs valises et voient dedans des centaines de cigares cubains. Et ils disent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils disent « Oh, immunité diplomatique ». Et les Brésiliens répondent « Oui, vous avez l'immunité diplomatique, mais pas vos valises, elles sont confisquées. » Ouais, vous auriez dû passer par la voie verte, les gars. Oui, je veux dire vraiment. Juste pour revenir à notre sujet, désolé, faire un détour là-bas, des souvenirs vagues pour revenir aux troupes en Ukraine. J'ai lu, et j'avais une petite note ici, disant qu'il y avait un transfuge nord-coréen qui racontait à l'ONU que les soldats envoyés en Ukraine sont essentiellement des esclaves. Ils subissent l'esclavage moderne sans savoir pourquoi ni ce qu'ils combattent. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'ils savent à quoi ils sont confrontés? Pensez-vous qu'ils savent à quoi ils sont confrontés? Ils sont payés jusqu'à 2000 $ par mois. Vous avez dit que les gens gagnent 3 dollars par mois chez eux, n'est-ce pas? Oui, d'accord, oui. Cependant, je ne pense pas qu'ils reçoivent un centime. Ce sont des soldats. Je pense que le régime empoche tout cet argent maintenant, dans le cas des travailleurs civils envoyés à l'étranger avant le Covid.
selon le département d'État et les États-Unis. HRNK, il y avait environ 100 000 travailleurs nord-coréens envoyés dans une quarantaine de pays à travers le monde, mais principalement en Chine, dans l'extrême-orient russe et au Moyen-Orient en Russie. Beaucoup d'entre eux travaillent comme bûcherons en Chine, beaucoup travaillent comme ouvriers du textile, également comme ouvriers dans des usines de transformation de fruits de mer en Chine et au Moyen-Orient, comme ouvriers du bâtiment. Donc les stades de la Coupe du Monde, aussi bien pour la Coupe du Monde en Russie que pour celle au Qatar, ont utilisé des travailleurs nord-coréens. Désormais, lors de la dernière série de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, cette pratique a été interdite et ils ont dû être rapatriés. Cependant, nous savons qu'ils sont retournés en Russie et en Chine. Dans leur cas, jusqu'à 90% de leurs salaires sont confisqués par le régime. Cependant, si vous arrivez même à garder 100 $ par mois à envoyer à votre famille restée au pays, c'est énorme. Si le salaire industriel moyen est, vous savez, de 3 $ par mois. Alors, s'agit-il de travail forcé ? Si votre famille a faim, vous allez faire ce qu'il faut. Est-ce du travail forcé ? Oui, absolument. Ce sont, vous pouvez les nommer, violation de la santé et de la sécurité, violation du paiement des salaires, un bilan terrible et horrible en matière de droit du travail. Et pourtant, ce sont des emplois très convoités parce que vous avez la chance d'améliorer la vie de votre famille. Vous savez, mais je m'égare. Je suppose que ce ne sont pas des conscrits, mais des volontaires de l'armée, sûrement des forces spéciales. Ils se sont engagés volontairement, non ? Je ne sais pas s'il faut une raison. À ce stade, ils semblent être des conscrits. Ce sont des conscrits. Oui, il y aura des officiers professionnels et des sous-officiers, des militaires de carrière, mais ce sont des conscrits. Et les hommes passent 10 ans dans l'armée en Corée du Nord à partir de 17 ans. Chaque homme, oui, à moins que vous ne puissiez soudoyer pour y échapper. Dans le cas de certaines écoles d'élite, ils n'ont pas à rejoindre l'armée, ils obtiennent une dérogation. Certains d'entre eux choisissent tout de même de le faire, et ils peuvent effectuer un service militaire plus court. Environ 30% des femmes servent également dans l'armée. Les femmes s'engagent volontairement dans l'armée. C'est impressionnant. Et en parlant des gens, pas de ceux sur le front ukrainien, mais des personnes qui construisent des choses à l'étranger, qui travaillent en Russie et ailleurs, qui sont-ils à votre avis ? Ces emplois semblent recherchés, donc ce n'est pas le cas. Comment fonctionne le choix ? C'est ma grande question. Est-ce qu'ils choisissent ? Sont-ils prisonniers ou enrôlés de force ? Quelle est la situation exactement ? Comment ça marche ? Au début, ils envoyaient effectivement des prisonniers. La première confirmation que j'ai trouvée de travailleurs nord-coréens officiellement envoyés en Russie date de 19. Je suis allé à Nara aux Archives nationales et j'ai trouvé un document déclassifié. Avec mes collègues, nous avons trouvé un document déclassifié de la CIA sur l'industrie forestière de l'Union soviétique. Dans ce document, il était fait mention de travailleurs nord-coréens dans ces exploitations forestières. Comment se passe la sélection ? Donc ils annoncent le recrutement. En gros, votre songbun doit être vérifié. Vous devez être un homme marié, bien sûr. Les femmes vont aussi dans les restaurants, le textile, les fruits de mer, la transformation. Mais ce sont surtout des hommes, même s'ils doivent être mariés. Ce seraient alors les gens du milieu, ni dissidents, ni élites ? Eh bien, vous savez, il y a aussi des élites pauvres. Donc bien sûr, il y a les élites du noyau. Mais cela ne veut pas dire que vous avez une vie merveilleuse. Si vous appartenez au songbun supérieur ou à la classe centrale, il y a aussi des membres du songbun supérieur qui font ce choix. Il y en a aussi dans la classe hésitante qui peuvent ne pas avoir un excellent songbun, mais pas terrible non plus. Souvenez-vous, ces personnes partent à l'étranger, il faut s'assurer qu'elles ne feront pas défection. Ainsi, ils doivent être des hommes mariés, ils doivent avoir au moins un enfant, voire plus, car c'est quelque chose de très intéressant. Oui, parce que vous savez, un homme pourrait. Je suis désolé de le dire, c'est une chose terrible. Je ne ferai jamais ça. Vous ne ferez jamais ça. Je veux dire, un homme pourrait laisser sa femme derrière lui, mais pas les enfants, n'est-ce pas ? C'est la logique. Je veux dire, ces régimes savent comment gérer ce genre de choses. Bref, et ils doivent être en bonne santé, parce que c'est comme ça. Que ça fonctionne. Greg, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi.
Je trouve ça infiniment fascinant. J'avais un plan d'entretien et je crois que je n'ai abordé que 4 points dessus parce que j'étais simplement content de te laisser parler de tout ça, car c'est vraiment fascinant d'une manière morbide, Greg. Un vrai plaisir. J'espère qu'on pourra refaire ça un jour.